Est-ce que tu t'es déjà demandé si t'es dans les bonnes études? T'arrives au moment où tu dois faire des choix, t'es plein de doutes et t'angoisses à l'idée de passer les 40 prochaines années dans un taf que tu détestes. Alors le premier réflexe c'est de tirer sur le système scolaire. Mais je vais t'expliquer pourquoi tu te sens perdu, à quoi servent vraiment les études et comment tu peux t'en sortir peu importe ta filière et même bien avant d'obtenir ton diplôme. Aujourd'hui, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Je gagne très bien ma vie, je vis au soleil, libre, sans hiérarchie parce que j'ai choisi des études qui me convenaient. La médecine c'était long, parfois chiant, mais ça m'a donné le statut social, le salaire et la liberté que je voulais. Mais alors, pourquoi tu te sens perdu? Parce que tu ne peux pas te reposer uniquement sur tes goûts, tes passions ou les matières dans lesquelles tu décroches des 18 sur 20. Tu peux essayer, mais dans 10, 20 ou 40 ans, tu seras devenu le petit vieux aigri qui commence toutes ses phrases par « Et si j'avais su ?» Alors, avec le recul, je peux maintenant te dévoiler mes vérités brutalement honnêtes sur le choix des études. Et la première, c'est que les choisir uniquement par passion est la pire chose que tu puisses faire. Ok, tu connais sur le bout des doigts les prénoms de toutes les maîtresses de Louis XIV parce que t'adores cette période de l'histoire. Et, à part épater ta prof, à quoi ça te sert? Les études passion, c'est le moyen le plus sûr et efficace de finir avec un bac plus 5, mais devoir chercher un taf qui n'a rien à voir parce que personne ne calcule ton diplôme. Avant de t'inscrire dans ton master lettres bilingue, réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce diplôme? Et surtout, combien de portes il t'ouvre? Ce genre d'études est clairement réservé aux enfants de bourgeois, déjà rentiers, qui ont besoin d'être spécialistes de la sociologie des chaussures du Moyen-Âge pour briller dans leur dîner mondain là. Enfin, sauf si t'es un peu malin, et je vais t'expliquer un peu plus tard comment certains ont transformé cette faiblesse en énorme force. Alors, peut-être qu'il faut choisir tes études par défaut, mais c'est aussi un piège. Ne t'inscris pas à la fac de Lyon juste parce que c'est à côté de chez toi, ni dans la seule formation qui a bien voulu de ton dossier moisi. C'est 3 à 5 ans blasés dans des études que t'aimes pas vraiment, voire même 10 à 12 ans si t'es assez fou pour choisir médecine. Puis 41 ans et 9 mois à t'ennuyer dans un job horrible pour toucher une pension minable à ta retraite. Enfin, si elle existe toujours dans 40 ans. Le problème, c'est que ton esprit est resté bloqué à l'école primaire. T'as encore cette vision du parcours parfait. Je vais avoir mon bac, puis mon diplôme universitaire. Ensuite, je vais être engagé par une compagnie et gravir les échelons. T'es tellement mal à l'aise avec l'idée de sortir un peu du schéma que tu préfères aller faire des cours que t'aimes pas, sans avenir, plutôt que d'admettre devoir retaper une année ou recommencer à bac plus 1. Avant de trouver ta vraie voie, tu peux et tu vas recommencer, bifurquer, faire des pauses. Mais c'est aussi vrai si tu fais des études élitistes comme la médecine, Sciences Po ou HEC Paris. C'est même encore pire parce que t'as l'impression que t'as pas le luxe de douter. Ça te fait même culpabiliser. Il y a un gros besoin sur le marché, le processus de sélection est si difficile que seuls quelques élus sont retenus, ce qui réduit la concurrence. T'as un avenir tout tracé, mais t'es plein de questions. T'as la sensation d'être sur la mauvaise voie et tu te demandes si t'as un problème. Au point où il t'arrive de penser que tu devrais aller vers un truc plus simple, moins prise de tête et baisser tes ambitions. Et c'est pour deux raisons. Primo, t'es l'une des victimes du fameux syndrome de l'imposteur. Tu te dis que si tu n'es pas aussi passionné que les gens de ta promo, c'est que tu n'es peut-être pas à la bonne place. Mais tu ne sais pas pour autant ce qui te passionne vraiment. Et surtout, comme toutes les personnes qui regardent cette vidéo, tu te trompes complètement sur le véritable rôle des études. Tes études ne doivent pas être un objectif, mais un moyen, un simple outil basique. Tu ne dois pas les choisir pour ce qu'elles sont, mais pour le véritable objectif qu'elles t'aident à réaliser. Et on a déjà un premier problème. Est-ce que tu connais vraiment ton objectif de vie? C'est quoi la best life que tu vas avoir dans 10 ans? Si t'es pas capable de me répondre de manière précise en 15 secondes, c'est que tu avances à l'aveugle et c'est un bon moyen de foncer dans le mur. Et quand je dis vie idéale, je vois au-delà de ta carrière. Perso, le truc qui m'anime vraiment, c'est la liberté. Mais quand j'ai pensé à ma vie idéale, j'avais en tête une situation précise, limite palpable. J'ai toujours su que je voulais vivre à côté de la mer, avec une famille, et ne pas être à deux doigts de la crise cardiaque parce que le prix des pommes a augmenté de 10 centimes. Et en plus de ça, je voulais un job qui me stimule quand même intellectuellement. Si tu m'avais demandé ce que je voulais faire à la fin de terminale, je t'aurais répondu femme, enfant, plage tropicale, 6 000 € par mois, minimum, pas de patron, bon statut social. Donc quand j'ai eu le choix de faire médecine, j'ai comparé ça avec ma vie idéale, ça a matché, bah go tout simplement. L'outil était bon. Puis j'ai appris qu'on pouvait faire notre internat à La Réunion. Bon, je me suis pas posé 36 000 questions. J'ai vu l'océan, les tropiques,
J'ai coché à la case, point. J'y suis arrivé en passant par la médecine, mais ça aurait pu être un autre métier. C'est vraiment ça que j'essaie de t'expliquer. Tes études ne sont qu'un outil. Et si tu les choisis mal, c'est parce que, dans le fond, tu ne sais pas où tu veux être dans 10 ans. Alors tu te laisses balloter par les événements, perdus et malheureux. Mais pour que ça change, il faut arrêter d'être en tunnel vision sur tes études. À la place, définis-toi un objectif de vie. Pose-toi au calme. Prends une feuille de papier, écris tout ce que tu veux et dans combien de temps tu désires l'obtenir. Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu préfères un taf qui te permet de passer beaucoup de temps en famille? Est-ce que tu veux vivre dans une mégalopole type New York ou tu préfères le calme de la campagne? Décris tout de la manière la plus précise possible, comme si tu avais une baguette magique. Ne limite pas tes ambitions et ne les surévalue pas aussi pour faire comme tout le monde. Si ton rêve ultime est d'avoir une petite maison de campagne et vivre en autosuffisance, t'as le droit, écris-le, c'est respectable. Rien ne t'oblige à viser la vie de millionnaire à Dubaï. C'est le moment d'être 100% honnête avec toi-même, parce que tout devient plus simple quand tu sais exactement où tu veux aller. Alors maintenant, t'as plus qu'une seule question à te poser quand tu te demandes si t'es sur la bonne voie. Est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Oui ou non? Si la réponse est non, je te conseille de fuir. Sinon... Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Alors quand tu te sens seul sur ta barque, en plein milieu de cet océan de possibilités, au lieu de paniquer sur la qualité de ta barque, prends ta boussole, regarde ta direction, demande-toi simplement si t'es dans la bonne voie et à la bonne vitesse. Parce qu'après tout, cette barque, tu comptes pas rester dessus toute ta vie. Attends, mais la cervelle, comment je fais si je suis déjà dans des études passion avec peu d'avenir? En réalité, il y a un cheat code qui permet de transformer n'importe quelle étude en outil ultra puissant pour atteindre tes objectifs de vie. C'est ce qui permet de t'en sortir, peu importe ta filière, ses débouchés professionnels et même bien avant d'obtenir ton diplôme, à condition d'être un peu malin, très déterminé et bosseur comme cette nouvelle race d'étudiants. Les étudiants entrepreneurs ont toujours existé, mais avec Internet et les réseaux, leur nombre a explosé. Aujourd'hui, il y en a au moins un dans chaque promo. Et si je t'en parle, c'est parce que ça résout le problème des études passion, celui des études de niche et celui de la lenteur pour atteindre ton objectif. Par exemple, de mon côté, le statut de médecin m'a donné une légitimité pour parler de révision ou de méthode de travail. Et l'activité qui en découle me permet de me rapprocher encore un peu plus de ma liberté, puisque je suis même plus à 100% dépendant de la médecine. Mais alors, est-ce que tu dois attendre la fin de tes études pour te lancer? Bah, pas forcément. J'ai commencé alors que j'étais en 6e année, mais je parlais que de révision. Ce qui n'est pas le cas de Hichem Oufrid avec plus de 80 000 abonnés sur TikTok, qui s'est mis à vulgariser la médecine alors qu'il est encore externe. Si l'on gratte un grain de beauté, ça devient un cancer. Eh bien la réponse c'est non. Si vous avez un grain de beauté, aussi appelé névus bénin, et que vous vous blessez, ça va pas devenir un cancer. Alors je suis allé lui demander concrètement ce qu'il fait. Je suis étudiant entre la 5e et la 6e année de médecine. J'ai une activité sur les réseaux sociaux qui est de la vulgarisation médicale et de l'influence. Grossièrement, je fais des vidéos où j'explique des concepts médicaux, je fais des cas cliniques sur les réseaux sociaux. En fait, l'activité d'influence, c'est le fait d'utiliser ma légitimité et pour promouvoir des produits ou des services d'entreprise. Ça, c'est une première activité. La deuxième activité qui est directement liée à ça, c'est une agence de marketing. Donc en gros, ça fait plusieurs années que je fais du contenu sur les réseaux sociaux. Je mets mes connaissances, mes compétences, ma capacité à créer une audience, à créer du contenu engageant au service de marques qui le souhaitent pour qu'elles développent leur propre compte et leur propre audience sur les réseaux sociaux. En médecine, t'as vraiment le seum. Pendant que tes potes sont déjà dans le monde du travail, t'es à bac plus 5 et tu gagnes encore 200 € par mois. C'est 270 € net hors garde. Et une garde, c'est 40 € net. C'est une source énorme de frustration et de remise en question. Et ça se voit dans les dizaines de messages que je reçois d'élèves à bout de cette situation. Mais c'est pas du tout la vie de ceux qui montent un projet à côté. Actuellement, mon activité entrepreneuriale, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent en fait. Ça va faire 95% de mes revenus. Et pourtant, j'y passe moins de 10% de mon temps. Pourtant, les études de médecine sont réputées difficiles et ultra chronophages. Sans compter les stages à l'hôpital, tu peux compter des heures de révision. Alors comment trouver tout ce temps? Ça demande de l'organisation, donc ça c'est bateau. Hein. C'est une activité qui peut très vite manger tout le temps que t'as en fait. S'étaler, faut être vraiment rigoureux, y consacrer des heures et pas plus. C'est tentant d'aller sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, voir les résultats, enfin ça fait partie du métier, hein, parce que c'est un vrai métier, il y a ça aussi, il faut s'en rendre compte. Du coup, déterminer des créneaux, moi dans mon emploi du temps, chaque semaine j'ai un créneau où je sais que je vais passer 1 heure, voire 2 heures grand maximum sur cette activité. Et le reste du temps, je vais faire mon activité principale et qui est ma priorité absolue, qui est la médecine. Ce qui nous amène à la deuxième notion qui est très importante, c'est la notion de priorisation. Voilà, faut prioriser. Là, j'ai beau avoir
avoir cette activité, ma priorité c'est quand même le concours. Ok, c'est bien tout ça, mais il est en médecine, ça intéresse forcément beaucoup de monde. Alors c'est plus facile de se lancer comparé aux études de niche. Donc comment faire si tu as envie de continuer dans cette voie, mais que le débouché ne te rapproche pas de ton objectif de vie? Rappelle-toi, tes études sont un outil. Regarde, la chaîne YouTube Linguisticae, c'est 440 000 abonnés, des vidéos à plus de 100 000 vues, des sponsors. Cette vidéo est sponsorisée par Une boutique en ligne, un livre, plus de 800 € par mois rien que sur Tipeee, en parlant de linguistique. On est dans le cas typique d'études passion avec un avenir verrouillé dans une carrière universitaire où tu dois faire le larbin vers l'administration pour espérer un poste sous-payé. Sur son site, on peut voir qu'il était excellent dans sa matière, mais qu'il s'est retrouvé dans l'impasse quand la carrière universitaire ne lui correspondait plus. Et quand tu fais des études aussi nichées, dire non à l'université, c'est normalement dire non au travail tout court. Pourtant, il a su rebondir avec sa chaîne YouTube. Tout comme Victor Ferry, docteur en rhétorique. Alors qui ça peut bien intéresser la rhétorique? D'après lui-même, au début, pas grand monde. Donc j'avais de temps en temps, j'étais en train de travailler, et puis de temps en temps j'avais ce premier genre d'attaque du sens. Est-ce que t'es pas en train de faire all-in sur le mauvais cheval en fait? Est-ce que t'es pas en train de perdre ton temps, de construire un paquet de connaissances et de savoirs dans un domaine qui finalement ne tient qu'à un fil? Il faut dire qu'à l'époque j'avais pas encore découvert les réseaux sociaux. Le travail que je faisais, les idées que je développais, elles échouaient dans des revues qui étaient lues par personne, qui étaient lues par le comité de lecture qui était là pour valider ou pas l'article. J'avais quelques collègues qui les lisaient. En fait, le seul débouché, le débouché le plus intéressant que j'avais à mes idées à l'époque, c'était quand je donnais cours. Enfin voilà, par rapport à ce que c'est quand on commence à créer du contenu, bon c'est autre chose en termes de diffusion d'idées. Mais donc à l'époque, je connaissais pas les réseaux sociaux, je savais pas qu'on pouvait les utiliser pour être non pas un consommateur, mais un créateur. Et ça, c'est un autre truc que j'aurais aimé connaître à l'époque. Ça m'aurait beaucoup amusé de savoir que c'était possible de toucher un public beaucoup plus large que les gens qu'on avait directement autour de nous. Mais aujourd'hui, c'est plus de 450 000 personnes. Pas de Tipeee basé sur le don des gens cette fois, mais une vente directe de ses connaissances avec du coaching, des programmes complets pour exceller en rhétorique. Et ça a l'air de bien marcher. Et là, on est au milieu du mois de mai, donc on se refait un top patrimoine. Donc l'objectif, c'est de voir ce qui se passe après 100 000 €. Est-ce qu'effectivement ça augmente vite? Et puis également de se projeter un petit peu en se demandant, avec ces 100 000 €, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Même les cursus sans issue, comme la rhétorique ou l'histoire géo, peuvent te donner ce que tu désires vraiment. Aujourd'hui, t'es plus enfermé dans le chemin tout tracé défini par tes études. Tu peux créer ta propre route en parallèle, tout en aidant les gens. Linguisticae vulgarise son domaine. Il utilise le levier de l'influence pour faire des placements de produits, vendre quelques articles et récolter des dons. Mais il pourrait vendre des cours, former les gens que ça passionne ou transposer ce savoir dans un domaine concret, comme Victor Ferry, légitime pour t'aider à utiliser la rhétorique pour augmenter ton impact en société. Ou comme Romain de la chaîne Averroès, dans la niche histoire et même dans la sous-niche histoire arabo-musulmane. Et je suis directement allé lui demander ce qu'il en pense. En fait, le problème de l'université, c'est qu'on est dans un monde fermé. Et qu'on est comme, je dirais pas qu'on est cocooné, mais on est comme dans un petit landau, en fait, où on est dans notre monde, un petit peu, on vole dans les airs, tu vois, en plus c'est l'histoire, on vole dans le passé, tu vois, on n'est pas trop dans le présent, on préfère le passé, découvrir des choses et tout. Et en fait, tu continues, tu dis, ouais, j'ai fini la licence. Bon, allez, si on allait me faire un master recherche, allez, hop, on y va. Et au bout de 5 ans, tu te dis, merde, oui, qu'est-ce que je vais faire finalement? Je vais devenir prof, de toute façon, puisque c'est la voie qui débouche logiquement de ça. Par prof, qu'est-ce qu'on peut faire avec des études d'histoire? Pas grand-chose, à part se reconvertir dans le patrimoine et faire encore une année d'études ou deux. Même si on a l'agrégation, on n'est pas directement prof à l'université. Il faut d'abord passer par des années de collège ou de lycée, et après croiser les doigts pour que la sainte administration puisse se dire, il y a un poste qui se débloque, ton sujet est bien bankable pour la place qui se débloque. Alors t'as le droit de vouloir devenir chercheur ou prof à l'université, de toute manière on a besoin de toi. Mais ne pars pas en full dépression parce que t'es dans des études passion, tout en sachant que ton objectif de vie est différent. Il y a toujours moyen de rebondir et t'approcher de ta destination en traçant ta propre voie, avant, pendant et après les études. Et même si t'es frappé par le syndrome de l'imposteur. Alors est-ce qu'il est impossible de faire du bon contenu et d'aider les gens si tu n'es pas prof? Faut juste avoir en tête, quand on parle d'histoire, quand même un minimum de méthode historique, de regarder un petit peu ce qui se fait déjà et comment sont organisés, parce que nous on a toute une méthode de source, donc il faut quand même qu'on mette en avant
tous les ouvrages qu'on a lus. Il faut se lancer, franchement, faut se lancer. Faut pas se poser 100 000 questions. Faut juste essayer de faire les choses du mieux possible. Puis aller un petit peu avec l'idée aussi que, bah oui, c'est normal d'avoir le syndrome de l'imposteur quand on n'a pas beaucoup de connaissances. Ça commence comme ça, hein. On a tous commencé un peu comme ça. Enfin, faut comprendre un truc, et je pense que c'est vrai de manière générale, pas qu'en médecine. À partir du moment où tu as plus de connaissances que 99% de la population, bah, tu es légitime en fait pour parler, pour éduquer les gens. Voilà, t'as pas besoin d'être PUPH en cardiologie pour faire de la prévention, pour expliquer qu'il faut arrêter de fumer et que les effets du tabac sont les suivants. On peut avoir un syndrome de l'imposteur au début, mais je pense que ça doit pas être un frein en fait. Je pense que c'est surtout une excuse, et ces gens-là en fait ils vont toujours te trouver un truc en fait, ils vont toujours trouver un frein, quelque chose. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment l'appliquer dans ta situation? Je te donne un plan d'action simple que tu peux répliquer dès maintenant. Donne-toi un vrai objectif de vie concret pour dans 5 à 10 ans. Mets en concurrence tous les choix d'études que tu as et demande-toi lequel te permet d'atteindre cet objectif le plus efficacement possible. Pendant tes études, pense outils et opportunités, utilise tes connaissances, partage-les et accélère ta réussite. Aujourd'hui, on a un cocktail explosif. Les outils sont de plus en plus accessibles et répandus. Les gens s'intéressent à plusieurs sujets à la fois et aiment apprendre en dehors des bancs de la fac. On connecte beaucoup plus facilement avec le gars de 23 ans qui peut te sortir des références à Game of Thrones pour t'expliquer la politique de la noblesse du 13e siècle plutôt qu'à Gérard 58 ans et son PowerPoint de Windows 98 dans un amphi coincé pendant 3 heures. Si mes prédictions sont bonnes, on va très rapidement voir exploser cette nouvelle classe d'étudiants dans toutes les filières qui auront échangé leur week-end sous-payé chez McDo pour enseigner et partager directement sur les réseaux. Ça va devenir un petit boulot d'à côté très répandu, bien plus passionnant et plus rémunérateur que les meilleurs postes qu'ils pourraient avoir après leur diplôme. De manière générale, on peut dire que oui, je vis de mon contenu. Voilà, on est un peu plus qu'un salaire de prof, mais on est libre. Et surtout, plus que d'être libre, encore plus, c'est vraiment la sensation d'être utile. Avec une audience infiniment plus grande que la salle de classe et des connaissances solides dans leur domaine. Parce qu'au final, la meilleure manière d'apprendre et de devenir bon dans ta matière, c'est enseigner. Si tu veux savoir comment je suis passé de l'élève médiocre qui redouble au collège à médecin, je t'explique la méthode en 3 étapes qui m'a permis d'atteindre cet objectif et comment je peux t'aider à faire pareil. Même si tu penses être nul, même si tu penses que c'est trop tard pour toi, la vidéo est disponible avec le lien en description. Si tu veux savoir comment j'utilise la médecine aujourd'hui pour travailler le moins possible tout en étant confortable, je t'explique ma stratégie dans cette vidéo.